et que voilà, je me suis formé au fur et à mesure des années de coaching, que ce soit au Gap Hautes-Alpes Athlétisme ou au club de triathlon ou même dans mes études en didactique de l'EPS sur certains points. Et voilà, je voulais donner mon expérience de tout ça, du coaching, par rapport à ces années-là d'expérience. Je remercie Laurence de me donner la parole ce soir dans ce webinaire. Et je remercie aussi Kevin d'intervenir parce que Kevin était un athlète que j'entraîne depuis 1 an et demi maintenant. Il est vraiment passionné et il a fait d'énormes progrès cette année. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il puisse donner son avis sur tout ça. Donc, encore une fois, on est à la bonne franquette, hein. Si vous avez des questions au fur et à mesure, on pourra y répondre. N'hésitez pas à intervenir dans la petite conversation sur la droite. Donc, le premier point que Laurence a développé, c'était la planification de saison. En fait, moi, je me suis rendu compte en tant qu'entraîneur que c'est que souvent, les gens, les athlètes, les, les- les passionnés venaient à l'entraînement, mais ne savaient pas vraiment pour quelle compétition, pour quel objectif. Et en fait, ils suivent un petit peu la saison au fil du vent. Le copain va à droite, ils vont à droite. Le copain va à gauche, ils vont à gauche. Et effectivement, c'est difficile de cadrer, de planifier des bases sereines par rapport à ça. Donc moi, ce que j'essaie de faire avec mes athlètes et avec les groupes d'entraînement sur Gap, c'est de partager la saison en de partager la saison en plusieurs périodes. Donc, à la base, on part d'une période foncière, puis une période spécifique pour aller vers l'objectif. Là, on va commencer par choisir son objectif, donc c'est marqué sur le petit document, et par rapport à cet objectif-là, on va construire ensuite sa planification de saison. Donc, dès que vous avez choisi votre objectif, votre compétition, en l'occurrence pour Kevin, c'est un coureur qui fait des trails plutôt longs, entre 50, 80 km, 100 km. Donc, il choisit des objectifs qui vont dans ce sens-là. Euh, Cette année, il a fait des trails un peu plus courts à cause de cette crise sanitaire et du confinement. Et par rapport à cet objectif-là, on discute ensemble de ce qu'il veut faire, de comment il veut le faire, du temps qu'il a à passer dans la semaine pour l'entraînement. Ça aussi, c'est très important parce qu'un athlète qui va passer 8 heures à l'entraînement et un athlète qui va en passer 20, vous comprendrez bien que ça ne va pas du tout être la même préparation. Après, il faut savoir que Kevin, c'est un papa qui a 5 enfants, qui travaille, qui habite dans le sud, vers La Ciotat, et donc qui doit vraiment optimiser à fond son entraînement. Donc, dès qu'on a choisi la compétition, on peut passer au diapo d'après. Euh, Juste avant la compétition, en fait, on va faire cette période d'affûtage où 2 semaines avant, moi, je préconise de vraiment baisser le volume d'entraînement et le nombre d'heures d'entraînement pour arriver vraiment frais sur la compétition. Euh, et l'idée, ça va être de faire des séances de vitesse un peu plus rapides pour faire monter la forme, mais en supprimant le volume. Un exemple, par exemple, ça va être, au lieu de faire un échauffement de 30 à 35 minutes, on va faire que 20 minutes pour que la séance dure 45 minutes et qu'on ne s'éternise pas sur la séance d'entraînement et qu'on puisse se reposer au maximum. Donc c'est vrai que cette période d'affûtage, elle est quand même assez difficile, je trouve, avec l'expérience, parce que faire monter la forme et trouver la forme à l'instant T, c'est vraiment compliqué parce que quand on est amateur, il y a vraiment d'autres composantes autour qui viennent, qui peuvent venir affaiblir l'athlète par rapport à sa forme, le stress professionnel, le stress familial ou autre. Donc ça, c'est vraiment un paramètre compliqué à gérer au niveau de l'affûtage. Mais en tout cas, arriver frais sur une compétition, ça c'est la base, je ne vous apprends rien. Trop souvent, on voit des athlètes qui ont peur de perdre leur acquis sur ces 15 jours d'affûtage et ils veulent se rassurer, mais finalement, ce n'est pas forcément la bonne méthode pour arriver, en tout cas sur un trail plutôt long, frais. Après, sur des courses plus courtes, comme le cross, la piste ou la course sur route jusqu'à 10 km, voire le semi-marathon, on pourrait faire un petit peu différemment, mais pour le trail, je pense qu'il faut vraiment arriver frais. Trail long, comme tu disais, ouais.
Donc, vas-y, Kevin, tu veux peut-être donner Ouais. un… Surtout pour quand tu parlais de la période d'affûtage de 15 jours, c'est vrai que c'est ce qu'on fait régulièrement quand on fait des 50 et 100, ce que tu me fais faire. Après, quand on est sur du 15-20, il n'y a pas forcément besoin, à mon sens, de faire aussi long sur l'affûtage en fait. Moi j'ai eu ça arrive, j'ai déjà eu des très très bonnes sensations sur des blocs préparatoires avec une course de 25 bornes qui se déroulait le dimanche, où j'ai vraiment eu de très très bonnes sensations, comme assisteront il y a 2-3 ans, alors que bizarrement j'étais cramé physiquement, on n'a pas fait du tout d'affûtage, et pourtant j'avais vraiment de très très bonnes sensations. Donc, ça va dépendre vraiment, comme tu m'as toujours dit, hein, ça va dépendre du format en fait. La période d'affûtage va dépendre du format de course. Après, bon, ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais au niveau de la planification de saison, vu que là, on rentre un peu plus dans les détails, vous voyez sur le diapo suivant euh, la période spécifique qui est de 4 à 8 semaines. En fait, la planification de saison, il faut un peu la comparer à une maison. Déjà à faire des séances spécifiques par rapport à votre objectif, bah, à un moment donné, vous n'allez pas avoir le foncier nécessaire et ça peut s'écrouler. C'est comme pour une maison, si vous commencez à construire la maison par la charpente, bah, forcément, la maison, elle ne va pas tenir debout. Donc, il faut vraiment poser les bases de la saison par cette période foncière et ensuite bah, monter petit à petit cette maison-là par la période spécifique pour aller jusqu'à l'affûtage et la compétition. Alors c'est sûr que quand on a fait la période foncière une fois dans l'année, on ne va pas revenir après son objectif à refaire une période foncière. Elle est acquise logiquement pour une partie de saison, à moins qu'on fasse une coupure après la période de compétition, mais normalement elle est acquise. Donc avant d'arriver à la période foncière, la période spécifique par rapport au trail, donc encore une fois, ça dépendra de l'objectif, du contexte et de l'athlète, mais avec Kevin, on était parti sur une base de 4 à 8 semaines. En fait, il préparait cette année le trail d'Orsières-Merlette. Donc, c'était un trail en montagne qui faisait environ 45 km, c'est ça, Kevin? Il faisait 41 et 2006, je crois. Voilà, avec à plus de 1800 mètres d'altitude. Donc, dans cette période spécifique, en fait, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas tout préparer tout au long de l'année dans la semaine. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, le lundi, je faisais muscu, le mardi, je faisais VMA, le mercredi, je faisais seuil, le jeudi, je faisais renforcement musculaire, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais faire des périodes à thème. C'est pour ça qu'on fait une période spécifique et une période foncière. En fait, dans la période spécifique, ben, on va travailler sur des allures qui sont proches du trail que l'on prépare. Et ce qui est, à mon sens, très important, c'est le musculaire au niveau du trail, surtout sur des efforts qui dépassent 50 km. Et même sur le trail de Merlette, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ce n'était pas le physio qui bloquait, c'est-à-dire sa capacité ventilatoire, sa VMA ou autre. Ce qui bloquait vraiment, c'était le musculaire. Dès qu'on avait passé 30-35 km de course, au bout d'un moment, pourquoi on avançait beaucoup moins vite? C'est parce que musculairement, on n'était pas prêt. Alors, en l'occurrence, là pour le coup, tu nous donneras ton avis, mais je pense qu'on l'avait plutôt bien préparé. Donc, dans la séance, dans la période spécifique, bon, on laisse forcément des sorties longues en rapport avec l'épreuve préparée parce qu'il faut quand même avoir un certain nombre de kilomètres. Après, les sorties longues, elles peuvent être à la fois à pied, à la fois à vélo. Parfois, ça peut être un mélange de course à pied et de vélo, du 2 heures course à pied, 2 heures vélo, ou du 1 heure course à pied, 2 heures vélo et reprendre 1 heure course à pied. Kevin n'aime pas vraiment le vélo, alors on, on essaie de faire plutôt de la course à pied, mais vous l'aurez compris que le vélo, il n'y a pas de choc, donc on peut faire beaucoup plus long sans trop traumatiser l'organisme. Dans cette période spécifique, il y avait toujours un rappel de VMA ou de PMA. On le verra pendant la période foncière. Et ben, entre la période foncière et la période spécifique, il y a une période un peu particulière. Mais toujours un rappel parce que voilà, il n'est pas non plus sur des efforts d'ultra, donc il faut être quand même capable de courir vite sur les parties roulantes. Euh, donc toujours un rappel.
Moi, je pense que pour le trailer, la PMA est quand même beaucoup plus importante que la VMA, surtout dans la période spécifique. Donc, la PMA, ça va être des exercices qui se font davantage en puissance musculaire en bosse. Et c'est vraiment sur cet aspect-là de force et d'endurance de force qu'il faut aussi axer la période spécifique. Donc, toujours ce rappel-là. Je peux me permettre, Stéphane, depuis tout à l'heure, je te coupe là parce qu'en fait, on parle, enfin, ouais, vous parlez de période spécifique, mais si sur la base, on reste sur la base athlétique, à savoir que quand dans un plan d'entraînement, il y a toujours au départ la période générale, on peut dire. Alors Pierre, excuse-moi de t'interrompre. Oui. On va y venir, on va y venir. On va On y va faire venir. l'inverse. Et c'est juste pour montrer l'intérêt de revenir un petit peu, enfin de partir de l'objectif et de revenir en arrière. Si vous avez des questions, essayez de les poser par écrit. C'est juste pour que ça puisse rester dans le cadre. T'inquiète pas. En fait, à la base, on choisit un objectif et ensuite, dès qu'on a choisi son objectif, on planifie la saison avec une période foncière, une période de développement en VMA, PMA, une période spécifique, ce qu'on est en train de développer, un affûtage et une compétition. Mais en fait, on est parti de la compétition pour revenir vers la période foncière. Voilà. Donc, une séance d'excentrique. Alors, trop souvent, on l'oublie parce que dans les trails, eh bien, oui, il y a des descentes. On travaille souvent les montées, mais peu les descentes. En revanche, attention avec les séances d'excentrique parce que risque de blessure, risque d'être cramé pendant plusieurs jours si on ne respecte pas une progression dans ces séances de descente. On en verra certainement dans les semaines type après, mais je pourrais vous en donner, enfin en tout cas celle que moi je préconise. De la PPS spécifique. Donc la PPS, c'est la préparation physique spécialisée, donc la course à pied. L'idée, ça va être de faire des sauts de grenouille, de faire des fentes marcher, de faire des fentes sautées, de faire des burpees, de faire plein d'exercices qui se rapprochent du mouvement de la course à pied afin de travailler de manière concentrique et de manière excentrique et afin de préparer son corps à l'effort en trail où il y a des variations musculaires importantes. Juste pour donner un exemple, sur la période spécifique, un exercice que je fais faire assez souvent, c'est-à-dire monter au sommet d'une montagne en échauffement, faire la descente rapidement et arriver sur le plat, travailler sur des allures de seuil ou de tempo pour s'habituer à travailler avec la fatigue musculaire, ce qui nous arrive très souvent en trail. Voilà, j'ai donné un exemple très simple, mais l'idée, c'est ça. L'idée dans la période spécifique, ce n'est pas forcément de travailler le seuil frais. L'idée, c'est de travailler vraiment sur la fatigue musculaire. Encore une fois, attention, il faut que ça soit géré et programmé pour ne pas tomber en burn-out et pour ne pas se blesser, parce que dès qu'on commence à travailler avec de la fatigue musculaire, forcément, ça peut entraîner pas mal de désagréments. Stéphane, excuse-moi, il y a une question par rapport à la marche. Est-ce que dans cette période spécifique, tu utilises la marche, les bâtons, voilà, est-ce que vous utilisez ces moyens aussi, enfin, est-ce qu'ils sont travaillés? Alors, sur la saison et sur les semaines types que l'on a marquées là dans le plan, non, très peu, parce qu'il ne courait que sur une course de 42 km. Donc, même s'il avait les bâtons, on ne l'a pas vraiment travaillé. Mais c'est sûr que si vous faites des efforts qui sont plus longs, il faut vraiment s'habituer sur vos sorties longues à travailler avec les bâtons, en étant gainé, en ayant une technique pour marcher avec les bâtons, parce qu'il y a des personnes qui arrivent bien à marcher avec les bâtons, puis il y en a, c'est plus un handicap d'avoir les bâtons. Donc, bien sûr qu'il faut l'avoir travaillé au préalable. Et ça peut être bien de le faire sur les sorties longues. Ça peut être bien de le faire sur le travail de navette. Ça me permet de faire la transition aussi. C'est-à-dire que le travail de navette, c'est pour ceux qui sont du Nord, par exemple. il y en avait un, Antoine. Et pour ceux qui ont peu de boss autour de chez eux, ou même pour ceux qui veulent travailler le mental, en fait, on peut prendre une côte de 150 mètres, 200 mètres de dénivelé positif, et on va travailler en navette là-dedans, c'est-à-dire en aller-retour. Par exemple, le premier aller-retour, ça peut être en échauffement. Et chaque fois, vous passez au même endroit.
Le deuxième aller-retour, ça peut être la deuxième montée allure trail court et la descente cool. Le troisième aller-retour, ça peut être la montée en marche rapide avec bâton et la descente à fond, etc., etc. En fait, on peut tout inventer par le système de navette. Et ce qui est bien avec la navette, c'est que vous pouvez aller avec votre compagne, votre copain, votre chien, votre enfant, et en fait faire l'entraînement presque ensemble parce que vous vous croisez sans arrêt. Donc, il y a une part mentale importante parce qu'on est sans arrêt en train de faire le même aller-retour. Mais il y a une part aussi de convivialité parce que vous pouvez vous entraîner avec des personnes qui sont moins fortes ou plus fortes. Et par l'intermédiaire de la navette, vous pouvez mettre un ravitaillement, par exemple, en bas de la bosse et vous ravitailler à chaque passage, par exemple. Avant de passer à la période suivante, j'ai une autre question par rapport à des week-end blocs. Est-ce que des jours bloqués dans cette période spécifique, est-ce que vous avez l'occasion d'en faire? Alors, ça dépend toujours du temps de l'athlète. Souvent, on préconise de faire un week-end bloc environ un mois avant la compétition. Pour ceux qui n'habitent pas en montagne, l'idéal, c'est de venir 2 jours en montagne. Et là, de faire, par exemple, la distance proposée. Si vous préparez un 90 km, ben, moi, je préconiserais de faire 2 fois 45 km. 45 km le samedi, 45 km le dimanche. De faire la distance en 2 jours. Avec, pourquoi pas, à l'intérieur, un travail de bâton, encore une fois. Pourquoi pas, à l'intérieur, un travail d'excentrique. Voilà, on peut tout attacher aux sorties longues. L'idée, c'est qu'au plus on va avancer dans la préparation, au plus c'est bien quand même de mettre du spécifique aussi dans les sorties longues. Par exemple, Kevin a pu faire, il nous donnera son ressenti après, parce que ça, je sais que ce n'était pas forcément simple. Ça peut être une sortie longue de 4-5 heures dans les collines. Et à la fin de chaque heure, par exemple, faire 10 minutes de PPS. C'est-à-dire, pendant 10 minutes, il va faire des fentes sautées, de la chaise active, du gainage, des burpees, des foulées bondissantes, des cloche-pieds pour fatiguer l'organisme. Puis après, il repart sur l'heure d'après. Et à la fin de la deuxième heure, il refait la même chose. À la fin de la troisième heure, la même chose. À la fin de la quatrième heure, la même chose. C'est d'associer le travail musculaire avec sa sortie longue. Mais encore une fois, il faut avoir l'habitude déjà d'avoir fait du travail de PPS au préalable. Si vous faites ça demain sans avoir fait une seule fente sautée, ça va être très compliqué. Vous favorisez vraiment la blessure. Kevin, tu peux peut-être donner ton avis sur ça? Ouais, mais il y a plusieurs choses. J'aimerais revenir sur, comme tu disais, donc l'importance du musculaire. Moi, c'est quelque chose qui me manquait, que je ne faisais pas concrètement avant d'être avec Stéphane, que je ne faisais pas du tout. Pour moi, en courant en colline, on se renforce naturellement, tout simplement, quoi. Et en fait, j'ai vraiment remarqué la différence depuis qu'on a fait le renfo. Faut savoir qu'il est très adepte du renfo. Il tartine copieux. Et voilà, c'est là où, pour en revenir justement sur Orsières, sur la course des Orsières, c'est vraiment sur la dernière bosse qui faisait, je crois, 600 de D+, ou 700 D+, un truc dans ce style-là, où en fait, tout le monde était plus ou moins à l'agonie, en train de marche active, bâton, ou tout simplement en train de poser un slip. Et moi, j'ai réussi à trottiner quasiment tout le temps. Et c'est vraiment le renfo qui m'a permis de pouvoir maintenant, sur des courses de 40-50 km, musculairement, il n'y a aucun problème, quoi. J'arrive à l'arrivée, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Et tac, PPS, bâton, renfo. Oui, alors pour les bâtons aussi, il y a un truc qui est important quand on va utiliser les bâtons, hormis sur les sorties longues, bien sûr, pour s'en servir, c'est le renfo des triceps. Parce que les premières fois vraiment où je m'en suis servi, au bout de 2 heures, on n'a plus de bras. C'est les bras, ils sont calaminés. Donc il faut vraiment bien renforcer ses triceps pour utiliser efficacement des bâtons, quoi. Alors après, il y a Isabelle qui pose une question pour les week-end blocs. Peut-on intégrer du vélo de route ou du VTT? Alors je suis partisan vraiment à fond parce que au plus on va intégrer du vélo et du VTT, au plus on va aussi protéger sa santé.
parce que trop courir, c'est à un moment donné néfaste aussi pour la santé, surtout si on veut durer dans le temps. Donc oui, complètement, le vélo fait vraiment partie de l'entraînement et ça me permet de rebondir sur une chose très importante aussi en trail et qu'on peut poser dans la période spécifique, c'est l'endurance de force et le travail de force. Ce qu'on verra pendant la période foncière, c'est qu'on va préparer la saison avec un travail de force. Et dans la période spécifique, on va le poursuivre, ce travail de force, avec de l'endurance de force. L'idée de l'endurance de force, c'est d'être capable de monter assez longtemps un dénivelé tout en étant dynamique et puissant. Et le vélo, pour ça, c'est un super exercice. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir dans un col, après un échauffement préalable ou sur vos sorties, et faire le col ou 4 fois 10 minutes dans le col. Vous allez mettre du gros braquet. Donc, l'idée, c'est d'être sur le gros plateau, si c'est possible, et de tourner les jambes de manière très lente, environ 50-55 tours minutes, pour travailler cette endurance de force. Et ça aussi, j'ai remarqué que chez les athlètes, ça marchait très, très bien parce que ça permettait de travailler souvent l'endurance de force en le faisant en vélo. Et ça permettait d'être vraiment puissant d'un point de vue concentrique. Ça me rappelle un petit peu la raquette aussi quand on monte dans la neige et la poudreuse l'hiver. Donc oui, le vélo est capital. Après, ce qui est très... Pardon? Non, excuse-moi, je suis coupé. Ce que je vais faire aussi à Kevin, on le verra peut-être dans les semaines type après, mais c'est de faire un travail de force à vélo. Par exemple, 5 fois 6 minutes en force à vélo, c'est-à-dire à 50 tours minutes, avec une récup de 3, 4, 5 minutes après la série, et de poser le vélo et d'enchaîner derrière avec un travail sur fatigue en course à pied il me semble que c'était 3 fois 20 minutes, une fois qu'on avait fait ensemble. Donc l'idée, c'est d'arriver à courir à une allure quand même importante pendant 20 minutes sur une fatigue au préalable causée par le vélo. Et ça permet de faire un gros entraînement et une grosse séance, c'est vraiment là pour le coup une grosse séance, sans trop taper dedans musculairement, parce qu'on a fait la moitié de la séance en vélo. Alors, je vois qu'il y a une question, y a-t-il une réflexion spécifique à mener sur l'alimentation dans la préparation de course? On le verra après, ça peut-être. On le verra après, voilà, Vincent, voilà. je pense que c'est mieux. Donc, pour finir avec la période spécifique, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment travailler sur des efforts et sur des problématiques que l'on va avoir le jour de la course. Et pour le coup, en trail, il y en a certaines qui sont très importantes, dont l'excentrique, dont la force, dont ça, on n'en a pas parlé non plus, du travail de foulée, je l'avais mis dans le petit document. Mais effectivement, au plus on va être relâché, au plus on va avoir une foulée fluide, au plus on va tenir longtemps et au moins on va commencer à piocher. Et sur des efforts longs, ça, c'est capital. Pour passer à la période de transition entre la période spécifique et donc la période foncière, moi, je fais dans l'année, et les athlètes, ils n'aiment pas forcément ça, surtout ceux qui font du trail. Ils n'aiment pas trop cette période de développement physiologique de la VMA et de la PMA. Donc, c'est pour moi capital. C'est entre 4 et 6 semaines. Et Kevin pourra vraiment donner son avis sur ça. Mais ce qui est très important dans cette semaine-là, ça va être de développer sa VMA et sa PMA. Vraiment de la développer, essayer malgré l'âge, malgré toutes les contraintes que l'on peut avoir, de gagner un petit peu en VMA ou en tout cas de la conserver, de retrouver de la foulée, de retrouver de l'aisance à courir vite pour la suite de la saison. Parce qu'après, quand on rentre dans une période spécifique, on ne pourra plus développer ces qualités-là de VMA, PMA. On va beaucoup plus travailler sur une fatigue et sur un effort où ça va être compliqué sur les séances de VMA de se rapprocher de sa VMA. On va faire des petits rappels, mais on ne va pas la développer. Donc, sur cette période-là, voilà, c'est une fois de la VMA courte, une fois de la VMA longue en alternance, une fois de la PMA à vélo, une fois à pied, une fois en ski pour ceux qui ont la possibilité de le faire, une fois à vélo. L'idée, c'est j'essaie de leur faire 3 séances par semaine d'intensité, ce qui est assez important. Alors là, c'est pour le cas de Kevin, hein.
Après, si vous entraînez que 3 fois dans la semaine, vous ne pouvez pas faire 3 séances d'intensité. Mais en tout cas, pour Kevin, qui s'entraîne pratiquement tous les jours, sauf le lundi où il récupère, voilà, il essaie de faire 3 séances par semaine. Et du coup, ce qui est très important dans cette période-là, c'est que forcément, on est obligé de réduire à côté le volume, on est obligé de réduire à côté le travail de musculation, on est obligé de réduire à côté un certain nombre de choses parce que sinon, vous allez arriver sur les séances fatiguées. Et si vous arrivez sur les séances fatiguées, vous ne développez rien. Vous avez la fréquence cardiaque qui va peu monter. Et du coup, il n'y a pas de réel développement de vos capacités physiologiques. Il y a une question de Daniel sur une séance de PMA à pied. C'est pour toi, c'est quelle intensité? Ben, ça va être 100% de sa PMA. Et pour le coup, il va le faire enfin, quand je propose une PMA, ça va être en bosse et 100% de sa capacité physiologique. Ça peut être 3 séries de 45 secondes, 3 séries de 6 fois 45 secondes en bosse, par exemple. Et ça, ben, vous pouvez le faire en vélo, vous pouvez le faire dans différents sports. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de le faire à pied. En tout cas, 2 séances sur 3, c'est bien de le faire à pied si c'est possible. Et ce qui est dur, en fait, j'ai remarqué dans cette semaine-là, c'est que les séances sont difficiles et c'est qu'on a envie à côté de faire du volume. Et le problème, c'est qu'il faut réduire fortement le volume et réduire tout ce qu'on faisait auparavant, en tout cas dans la période foncière, on le verra après, pour vraiment être frais sur les séances, ce qui n'est pas forcément le cas dans la période spécifique. Alors après, pour Kevin, au niveau de la période juste de VMA, PMA, on gardait toujours une séance d'endurance de force en vélo. J'insiste vraiment sur la force parce que je pense que c'est très important en trail. Au niveau du seuil, donc le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2, je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair, et c'est une allure qui est en dessous de sa VMA, 85-90% pour le seuil 2, et puis bien moins pour le seuil 1. On ne va pas trop rentrer là-dedans, parce que sinon on va y rester un bon moment. Mais voilà, je lui faisais faire une semaine sur 2, parce que les séances de seuil 2, elles sont nerveusement assez éprouvantes. Et puis, on faisait toujours un rappel de sortie longue une fois dans la semaine pour le plaisir. Et puis, toujours un travail de foulée et de renforcement quand ça c'est possible. Et ce qui est bien sur cette période-là de développement physiologique, c'est qu'on a un peu plus de temps aussi pour soi parce qu'on s'entraîne un peu moins. Par contre, on s'entraîne de manière plus intense. Et enfin, la période foncière, donc, qui est le socle de la maison, qui est le socle de la saison. Nous, on était parti sur 8 semaines. Après, ça peut évoluer, 6 semaines, 10 semaines, ça dépend de vos objectifs, votre temps et combien de temps vous allez vous entraîner dans la semaine. Mais là, l'idée, c'est vraiment de partir sur un travail de préparation physique générale, de renforcement musculaire. Et en faisant cette préparation musculaire, en fait, c'est pareil, on va aussi préparer son corps à la PPS future. Tout à l'heure, j'ai parlé de PPS, de fente sautée, de saut de grenouille, etc. Mais la PPG, elle va participer à ça, en fait. Si on ne fait pas cette PPG-là, ce travail-là, bah, les fentes, les sauts de grenouille, ça va beaucoup moins bien passer. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous alliez faire une séance de VMA alors que vous n'avez jamais fait de footing. Voilà, c'est un peu pareil. Donc, les séances de PPG, elles sont nombreuses, elles sont générales. Il y a un travail aussi de proprioception, il y a un travail de gainage forcément. Et l'idée, c'est de forger son corps, forger son pied aussi, on le verra un peu plus tard, pour être plus performant et plus économe. Après, il y avait de l'aérobie dans différents sports. Bon, pour le cas de Kevin, c'était beaucoup de la course à pied et du vélo. Mais après, vous pouvez très bien faire du ski-roue, vous pouvez très bien faire du canoë-kayak, vous pouvez faire tous les sports qui nécessitent de l'endurance sont intéressants. L'idée, c'est de les faire à une faible allure pour vraiment forger son aérobie et poser des bases sereines. Vous le voyez qu'il y a du vélo avec un travail de force
pour vraiment aussi commencer à développer sa force. L'idée de la force, du travail vélo, par exemple, ça peut être 15 minutes d'échauffement sur home trainer, parce que c'est vrai que souvent la période foncière, on va la faire l'hiver, donc il fait un peu froid pour aller dehors. Mais l'idée, ça va être de faire 15 minutes d'home trainer, puis derrière d'enchaîner avec, par exemple, 4 fois, et entre parenthèses, 5 minutes de force. Vous allez être à 50 tours minute. L'idée, c'est vraiment de ne pas aller vite. Cardiaquement, ça va très peu monter. Par contre, ça va travailler musculairement. Et à la fin des 5 minutes de force, c'est d'enchaîner tout de suite avec 1 minute d'hypervélocité à plus de 100 tours minute, donc de manière très rapide. Puis de faire une période de récupération de 4-5 minutes et de recommencer le bloc. Voilà. C'est bien de faire de la vélocité après la force. Ça permet d'ancrer davantage ce paramètre-là au niveau de l'entraînement. Donc le travail de force, le vélo en entraîneur, il y a quelqu'un qui m'a mis la question, je crois, tout à l'heure. C'est intéressant. Ensuite, j'avais marqué pareil du seuil 1 semaine sur 2. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez éprouvant nerveusement, surtout l'hiver. Donc on alternait 1 semaine avec du seuil, 1 semaine sans seuil. L'idée du seuil, par exemple, après un échauffement, ça peut être, si on travaille le seuil 2, donc celui qui est le plus proche de la VMA, le seuil le seuil 2, c'est une allure qu'on peut tenir environ 30 minutes, ça dépend des athlètes, mais ça peut être de faire, par exemple, 2 fois 10 minutes, allure 10 km, et puis un peu plus au fur et à mesure de la saison. Mais pour le coup, là, on travaille le seuil de manière... on est frais, en fait. On n'arrive pas sur de la fatigue comme pendant la période spécifique. Et si on a développé ce seuil-là aussi pendant la période foncière, ben, ça nous permet d'avoir un seuil important pour la période spécifique. Donc, on n'a plus besoin de revenir sur ça. On peut travailler le seuil sur la fatigue. Si vous n'avez pas travaillé le seuil auparavant, c'est compliqué de le travailler sur la fatigue si vous n'en avez jamais fait avant dans la saison. Donc, de la VMA courte aussi, quand même, en préparation de saison et en petit rappel. Par contre, c'est de la VMA qui va rarement dépasser 1 minute, 1 minute 30. L'idée, ce n'est pas encore de développer sa VMA. C'était le cycle de tout à l'heure. L'idée, c'est de redonner de la foulée, de la fluidité, redonner de l'intensité, faire monter le rythme cardiaque. Voilà, donc il faut repartir de manière vraiment progressive. Au début, on était parti sur du 15-15, du 30-30. Voilà, au plus on va avancer dans la saison, au plus on va réduire aussi la récupération. Parce qu'on a peut-être comme Kevin, au bout d'un moment, si on fait des 30-30 ou des 45-45, si la récupération est la même que le temps d'effort, ça va être trop facile pour lui. Donc, on va réduire un petit peu, travailler voilà, ce développement-là. Mais voilà, sur cette période foncière, ce n'est pas l'objectif encore, la VMA. Après, donc, un rappel de sortie longue en trail pour quand même toujours garder le musculaire et puis aussi se faire plaisir. Et puis, toujours, encore et toujours, le travail de foulée qui peut se faire soit sur une séance spécifique, on travaille la foulée avec un échauffement au préalable, soit avant une petite séance de VMA courte, faire un travail d'éducatif assez sérieux, soit avant un travail de vélo en force, on peut aussi faire des exercices de travail de foulée avant de monter sur le vélo. Enfin, voilà. L'idée, c'est de l'intégrer, de le ritualiser. J'ai une question en fait pour savoir si tu intègres le travail si le cross est intéressant dans cette période-là. Si le cross est intéressant dans la période hivernale, dans cette période en ce moment, et est-ce que c'est nécessaire pour les trails longs ou surtout pour les trails courts, ou quel est ton point de vue en fait là-dessus? Alors après, c'est toujours pareil. Je pense qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. En revanche, le cross, je pense, je le pratique moi-même, c'est un super exercice pour déjà passer un bon moment parce que c'est une épreuve qui est intéressante pour ma part. Et l'intégrer dans sa préparation, ça me paraît essentiel. En revanche, le préparer spécifiquement, c'est compliqué parce que si vous préparez du trail, vous préparez du cross, vous mélangez tout et à la fin c'est compliqué. En revanche, le placer, si vous avez un cross pendant la période foncière, s'en servir comme une séance de seuil,
ça peut être intéressant. Pendant la période de développement physiologique, ça peut être intéressant aussi parce qu'on va faire du seuil 1 semaine sur 2. En revanche, si vous faites le cross, ben, la semaine d'après, par exemple, vous ne faites pas de séance de seuil. Voilà, pour que ça reste sur 1 semaine sur 2. Et encore une fois, si on a fait une sortie longue de 3 heures la veille d'un cross, ça va être compliqué de travailler réellement à son seuil 2. Donc, il faut arriver plutôt frais. Mais oui, c'est tout à fait possible de le préparer. Enfin, de le préparer dans sa période, pas de le préparer comme un objectif. Après, je vois que Nicolas Goudevin nous pose la question en période foncière, si on effectue de la VMA courte, on va forcément l'améliorer ou la conserver. Alors, avec une séance par semaine et avec tout ce qu'on va faire à côté, je pense que c'est compliqué de réellement la développer. Surtout qu'au plus on va vieillir, au plus c'est difficile de la développer. En tout cas, de commencer à se rapprocher de son allure pour la période d'après, oui, c'est important. Mais moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, dans l'entraînement, et encore une fois, ça ne concerne que moi, mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de faire des périodes à thème et même parfois des semaines à thème pour vraiment développer quelque chose et avoir un objectif par rapport à un cycle de 3 semaines. Souvent, on bosse sur 3 semaines d'entraînement, 1 semaine plutôt cool. 3 semaines d'entraînement, 1 semaine plutôt cool. Que j'estime aussi qu'à un moment donné, il faut laisser infuser pour que le corps d'une se repose, le corps rééquilibre tout ça, parce que l'entraînement, c'est un stress permanent. On va stresser l'organisme. Euh, et lui, il va essayer de retrouver cet équilibre, c'est l'homéostasie, essayer de retrouver cet équilibre et il va mettre en place des choses pour retrouver cet équilibre. Donc, si on le laisse jamais souffler à un moment donné, on court à sa perte. Et juste, je voudrais quand même rajouter quelque chose avant de passer à la diapo d'après. Ce qui est très important aussi de dire au groupe d'athlètes qu'on entraîne, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout le temps à n'importe quel moment. Même si on peut voir dans le milieu du trail certains athlètes enchaîner beaucoup de compétitions. Si vous prenez un athlète comme Kylian Jornet, que vous connaissez certainement, qui enchaîne beaucoup, qui a fait des ultras à 20 ans, 21 ans, oui, c'est des exceptions en fait. Donc, c'est difficile de faire pareil. J'ai des jeunes qui arrivent à l'entraînement, qui n'ont jamais couru, qui veulent faire l'UTMB, qui ont 19 ans par exemple. Bon, mais il faut savoir les gérer. Il y a une phrase qui marche très bien et que je dis plusieurs fois et que mon médecin m'avait dit, ça m'avait marqué, c'est que en fait, on n'a que 2 genoux, on n'a que 2 chevilles, on n'a qu'un foie, on n'a que 2 reins. Et que le jour où il y a un organe qui est abîmé, un endroit du corps qui est abîmé, c'est compliqué de revenir en arrière. Et si on est vraiment passionné par tout ça, l'idée, c'est quand même de durer parce que c'est compliqué après. Je ne sais pas, Kevin, tu veux dire quelque chose sur la planification générale et sur tout ça? Parce que Kevin, je suis souvent en train quand même de le freiner par rapport à l'entraînement. Il aimerait en faire beaucoup plus, beaucoup plus. Il adore ça. Et voilà, tu pourrais donner ton ressenti. Ouais, ben, du coup, voilà, comme je disais, c'est que la période de VMA et les trailers, en général, ce n'est pas bon ménage. C'est un mois et demi où voilà, c'est chiant. C'est vraiment le mois chiant. Le trailer qui se respecte, c'est interminable. Et c'est ta question, c'était déjà Comment tu vis tout ça, la planification, le fait de parfois en faire moins alors que tu aimerais en faire plus de volume, etc. Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup faire du volume, en fait. Aller courir en colline, tout simplement. Quand il y a des thèmes, c'est encore mieux. Et c'est vrai que c'est cette période-là où on va s'entraîner 10, allez, grand maximum 12 heures dans la semaine. Ben, et en plus, c'est pas des séances plaisantes. Donc, c'est pas 10 heures de loisirs, hein. Sur les 10 heures, les 3 quarts des séances, ça va être particulièrement pénible à faire. Donc, le plaisir est très, très loin. Et c'est vrai que, ben, voilà, il est obligé à chaque fois de. Comme il disait, le problème, c'est que si on fait du volume, derrière, les séances de VMA ne sont pas vraiment qualitatives. On sera toujours un peu en dessous. Donc, ben, limite, on aura fait de la VMA pour rien. On ne sera pas à VMA, on sera plus à seuil. Et ben, au final, on n'aura pas développé cette VMA. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps.
Mais c'est vrai que la grosse baisse de volume sur un mois et demi, elle est assez longue, quoi. Après, il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est que moi, je pense qu'on s'entraîne toujours trop et qu'on n'est jamais assez frais, en fait. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on respecte, et moi le premier, hein, alors avec l'expérience un peu plus, mais on respecte jamais les allures, pas assez les allures. C'est-à-dire que les footings d'échauffement, nous, ça nous arrive au club. Ça commence à partir, on est à 14 km/h en footing d'échauffement, c'est bien trop rapide. Donc, si tous les jours vous allez trop vite dans vos allures, on n'en a pas vraiment parlé de ça, mais forcément, au bout d'un moment, ça ne va plus du tout être bénéfique. Donc, il faut vraiment respecter les allures si vous avez programmé quelque chose, si vous avez programmé une sortie longue et que vous y allez avec des copains et que vous vous tirez la bourre pour chaque segment Strava toute la matinée, c'est possible de le faire une fois, 2 fois, mais si vous faites ça toute la saison, en fait, au bout d'un moment, vous n'allez pas du tout optimiser votre passion et le temps que vous allez passer sur les sentiers. Donc ça, je pense que c'est très important. Et parfois, c'est plus facile de gérer les enfants à l'école par rapport aux allures en athlétisme, parce que je suis prof des écoles, que des adultes dans des groupes qui vont toujours trop vite et souvent, c'est néfaste. Je dis souvent parce que pas tout le monde est concerné, mais voilà, vraiment respecter les allures, c'est ce que j'essaie de dire souvent aux athlètes que j'entraîne. Après, je ne suis pas présent par exemple, Kevin, on est à distance, donc je ne suis pas présent sur ses entraînements. Mais voilà, vraiment respecter les allures, c'est vraiment le plus important. Et après, il y a une question, que penses-tu d'une préparation marathon 6 mois avant un ultra roulant afin d'habituer son corps à courir longtemps et améliorer sa foulée et ses relances? Alors là, il y a une personne qui va pouvoir répondre, c'est Nicolas Goudevin. Elle est dans le listing des personnes présentes. Il a participé, je l'entraîne, il a participé à l'Ultra Trail du Mont Blanc et il avait préparé, il y a eu exactement la même question, il avait préparé le Marathon de Paris au mois d'avril. Donc s'il est d'accord, il pourra donner son avis, son partage d'expérience sur ça. Il faut juste qu'il marque et qu'il appuie sur le micro activé et ce serait cool qu'il puisse intervenir. Oui, donc effectivement, donc je posais la question, en fait, c'est moi qui ai posé la question, je voulais avoir ton ressenti avec le recul après 2 ans. Donc effectivement, c'était compatible parce que, en fait, d'améliorer, on va dire, sa vitesse de course, sa résistance en faisant des sorties longues sur route, sur le plat. En fait, du coup, pour les parties descendantes et les relances, sur un ultra roulant, c'est hyper important parce que j'ai ressenti le fait que déjà 6 mois après, le corps n'avait pas oublié la préparation qui avait été effectuée. Et parce qu'en fait, de manière naturelle, je déroulais mieux et j'allais plus vite que les autres qui piochaient et qui n'avaient pas assez travaillé leur foulée. Et donc pas assez travaillé le pied, pas assez travaillé la période foncière de préparation pour cet objectif. Donc c'est vrai que du coup, personnellement, c'était compatible sur un ultra vraiment roulant. C'est sûr que si on fait un ultra comme très montagnard, comme je sais pas moi, l'échappée belle ou un trail en Andorre ou autre, effectivement, ça ne servira à rien parce que là, vaut mieux travailler principalement la rando course, le foncier, le spécifique pour pouvoir être prêt. Mais ben, dans mon cas, ça a fonctionné parce que du coup, après ce marathon, j'ai pu l'assimiler correctement et passer progressivement dans une phase de préparation spécifique pour un ultra fin août, du coup, qui s'est bien transformé. Voilà. Alors, on va accélérer un peu parce qu'il y a Laurence qui me dit qu'il faut aller plus vite. Oui, donc, bon, voilà, c'était intéressant de le faire. Par contre, ce qui est très, très dur pour les athlètes, c'est après un marathon, c'est de pouvoir récupérer. Et que souvent, on n'a pas envie de récupérer, on a envie d'enchaîner sur la préparation de trail. Et le plus dur, c'était vraiment de récupérer et d'avoir cette période-là. On va regarder rapidement la semaine type que j'avais envoyée à Laurence par rapport à Kevin en période foncière. Donc, je vous laisse la découvrir. Et le plus simple, je pense, c'est peut-être de poser des questions par rapport à cette période foncière parce que ça reprend en gros
ce qui a été proposé sur les différentes périodes. Alors, comme j'ai mis la première, il y en a une deuxième, je crois. Donc, ça fait longtemps que j'ai mis la première, j'affiche la deuxième. Ça vous permet de voir un petit peu le déroulé sur 15 jours. Voilà, donc la première, elle était début novembre. Kevin avait repris depuis quelques semaines. Bon, voilà, vous voyez qu'il y a toujours quand même dans la semaine une journée de repos. Et puis des séances plutôt variées. J'essaie vraiment de varier les séances pour pas que l'athlète rentre dans une routine. C'est-à-dire que ça ne va pas être tous les lundis musculation, tous les mardis rappel de VMA, tous les mercredis travail de seuil, tous les jeudis sortie longue. Voilà. J'essaie vraiment de moduler tout ça pour que l'athlète ait envie aussi d'aller s'entraîner. Et j'essaie de mettre des choses un petit peu ludiques dans l'entraînement. Peut-être que Kevin, tu as 2-3 exemples à donner par rapport au fait que voilà, il y a certains entraînements qui sortent un peu de l'ordinaire. Ben justement. Assez rapidement, quoi. Je voulais revenir justement sur le côté ludique de l'entraînement, en fait. Même si on est des passionnés, mardi VMA courte, mercredi 1 heure de footing récup, jeudi VMA longue, et ça tout le temps. Honnêtement, il faut vraiment être fort psychologiquement pour pouvoir faire toujours la même chose. Et le côté ludique de l'entraînement, pour moi, il est vraiment primordial. Parce que même si physiquement on est fatigué, si on a une séance qui change de l'ordinaire, on va avoir envie de la faire. Alors qu'inversement, ce n'est pas forcément vrai. Même si on est bien physiquement et on a une séance, la croix et la bannière pour aller la faire, on va pas forcément avoir envie. Donc ouais, des séances sympas. Tout à l'heure, tu parlais des navettes, par exemple, deux qui sont pas mal. C'était pour l'excentrique aussi, c'était on fait des séries de 30 fentes sautées et on descend 200 de D- au plus vite. On remonte marche-bâton, comme ça en même temps on s'entraîne avec les bâtons. On fait des sauts de grenouille, on redescend 200 D- taquet, on remonte, et puis voilà, des séances comme ça où si on devait la faire sans la musculation, ce serait moins ludique. Ou par exemple, on avait fait une sortie sympa, une sortie rando-course de 5 heures. Et derrière, on avait fait, je crois, 2 x 20 au seuil. 2 x 20 au seuil, c'est un peu chiant. Faire 4-5 heures de rando-course, selon où c'est qu'on l'a fait, c'est pas forcément fun non plus. Mais le fait que les deux soient combinés, ça rend l'exercice très intéressant. Alors, juste une petite intervention qui n'apparaît pas forcément pour tout le monde, mais effectivement, il faut être un petit peu vigilant sur le grand public. Toi, tu es préparé, mais tout ce qui est sprint en fin de séance, il faut être quand même prudent par rapport aux blessures, puisque c'est souvent là que malheureusement les ischios ou les mollets prennent cher. Donc, il faut être bien préparé, il faut le faire sur un corps solide. Voilà, alors ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure pendant la période foncière parce que bon, c'est pas forcément toujours adapté au grand public, mais pour le coup, on travaille aussi le sprint pendant la période foncière et après on ne travaille plus dans l'année parce que ça va permettre plein de choses. Je peux donner un exemple de séance. Par exemple, je crois que cette semaine, il doit avoir 10 fois 25 secondes en côte. Et dans les 25 secondes, on va fragmenter le temps en 10 secondes où on va être bien placé, bien gainé dans la bosse. 10 secondes, on va se rapprocher de sa VMA, son allure VMA, et 5 secondes à la fin de sprint. Voilà. Ça permet de travailler cette anaérobie, on va dire, à lactique, même si à la fin, on est quand même lactique parce qu'avant, il y a 20 secondes de travail. Mais voilà, c'est pendant la période foncière aussi qu'on travaille ça. Bon, c'était entre parenthèses parce que parfois dans le plan c'est marqué. Donc je voulais quand même le souligner. Il y a une question par rapport à l'utilisation de la piste. Est-ce qu'on peut bien préparer en fait un trail sans faire de séance de piste? Alors, je pense que pour la piste, ça va vraiment dépendre de l'athlète. Il y a des athlètes qui n'aiment pas vraiment la piste. Personnellement, je pense qu'on peut travailler autant la VMA sur un sol soit goudronné, soit en nature, soit sous forme de fartlek. C'est tout aussi intéressant, surtout pour des efforts et du travail
pour objectif de trail. C'est sûr que si vous avez préparé un 1500 mètres sur piste, à un moment donné, il va falloir peut-être faire de la piste aussi, quoi. Mais là, dans le cadre du trail, personnellement, je mets peu de pistes. Et en tout cas, c'est l'athlète qui va choisir sur ces séances-là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à la cohérence cardiaque. Bon, dans le plan, on pourra peut-être en répondre après sur la respiration. Mais oui, j'essaie de l'intégrer au plan parce que c'est très dur pour les athlètes de faire la cohérence cardiaque. Et Kevin ne me contredira pas. Et une question par rapport au… Pardon, vas-y Kevin. Non, il le sait. C'est comme le gainage. S'il ne me met pas sur le plan, je zappe. Voilà. Exprès. Une question par rapport à la prise en compte en fait, de la VMA comme indicateur plutôt que le cardio. Alors oui, alors on pourrait prendre aussi le cardio. Le problème, c'est que le cardio, il va varier aussi beaucoup par rapport à l'heure du lever, comment on a dormi, le stress d'avant-séance. Il change quand même pas mal et encore faut-il connaître sa fréquence cardiaque max. Et ça, pas tout le monde n'a fait le test sur tapis parce que le 220 moins l'âge, il a ses limites quand même. Donc, moi, je préfère travailler plutôt, en tout cas, sur des allures au niveau de la VMA, avec un test VMA qu'on va faire à un moment donné dans l'année. Après, bon, ça, c'est là, je commence à m'emporter à partir d'autres sujets, mais par contre, la fréquence cardiaque et avoir un œil sur sa fréquence cardiaque pendant un exercice et une course en trail, c'est hyper important. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais sur un trail, par exemple, de 40 bornes, moi, je dis à l'athlète, s'il connaît sa fréquence cardiaque max, de ne pas dépasser en bosse moins 15, c'est-à-dire que s'il a une fréquence cardiaque max de 180 sur un trail de 30-40 km, je vais lui demander en bosse de ne pas dépasser 165, donc moins 15 de sa fréquence cardiaque max, et sur le plat, moins 20. Et sur des efforts plus longs, on va passer sur du moins 20 en bosse et du moins 25 sur le plat. Sur la première partie de course, parce qu'il y a bien sûr, au plus on va avancer dans la course, au plus il va y avoir une dérive cardiaque. On ne va pas rentrer dans les détails. Et au bout d'un moment, voilà, c'est moins intéressant, quoi. Mais ça, c'est hyper important, en tout cas pour le trail, de regarder sa fréquence cardiaque pendant la course. Et même à l'entraînement aussi, mais surtout pendant la course. Et est-ce que tu utilises des tests type VMA ascensionnel? Non, VMA ascensionnel, non. En revanche, le test VMA, on le fait sur 6 minutes. Ça permet de donner une base. Après, on ne le refait pas forcément dans l'année parce que la plupart des athlètes que j'entraîne, c'est des athlètes qui sont sur des efforts plutôt longs en trail, à part un ou deux qui sont sur marathon. Mais voilà, c'est assez compliqué, moi, je trouve, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent à côté. Si la personne ne faisait que ça serait plus facile. On pourrait vraiment réadapter. Là, on a une base, on bosse avec. Et si vraiment il y a une grosse différence, ben, on refait un test. Mais on ne va pas trop perdre de temps avec ça. Non pas que c'est pas une perte de temps, mais on le fait en début de saison et après on adapte. On passe à la semaine suivante. Donc, un exemple en période de développement. Voilà, période de développement VMA, PMA. Là, j'essaie de la retrouver. Voilà. Donc, c'est celle du 10 au 16 février, c'est ça? Oui. Voilà, j'ai ma vue qui me fait défaut. Donc là, vous pouvez voir que sur cette semaine-là, voilà, il y a vraiment un travail de VMA. Et là, j'avais marqué sur piste. Comme ça, j'étais sûr que Kevin allait aussi respecter les allures et aller vite sur cette séance-là. Au préalable, ce que j'aime faire aussi avant la séance de VMA, ça impacte pas trop nerveusement. C'est de faire une séance de force à vélo, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et du coup, ça permet d'être assez puissant le lendemain sur sa séance de vitesse. Donc, j'aime bien faire ça avant la séance de VMA ou de PMA. Vous voyez que le jour 4, il a une nouvelle séance de vitesse.
en l'occurrence en bosse cette fois-là. Et que le lendemain de cette séance-là, on essaie de faire plutôt une journée de repos avec des étirements complets. Ça aussi, c'est assez compliqué de trouver le temps et de penser qu'une séance d'étirement, c'est une séance, c'est un entraînement. Et puis en jour 6, j'avais prévu une séance plutôt de seuil 2, style cross, s'il avait une course de prévu, on en parlait tout à l'heure, ou autre. Voilà, et derrière, des enchaînements à pied ou à vélo le dimanche. Donc là, on voit que sur cette semaine-là, il n'y a que 2 séances de VMA-PMA, mais c'était certainement dans le contexte du moment. Parce que je crois qu'il y avait peut-être eu avant le trail de la Galinette, fin janvier, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc du coup, il faut prendre aussi en compte le contexte de l'athlète. On part sur 3 séances avec Kevin, mais ça peut être que 2 aussi. Ça peut être même qu'une séance, suivant le nombre d'entraînements que vous faites. On peut passer à la période, au diapo d'après. Alors, Ouais, il y a Gérard qui met que oui, un trailer de niveau national doit bosser sur la piste et de faire un test à l'effort. Alors, pour en connaître certains, dont Nico Martin, Julien Rancon, que je connais très très bien. Nico était là la semaine dernière chez moi. Nico, il ne fait jamais de séance sur la piste, hein, en tout cas très peu. J'ai vu qu'il y avait Thierry aussi Galendo qui était là, qui a dû les entraîner en stage. Antonio. Antonio. Thierry, celui de la raquette. Antonio pourrait prendre peut-être la parole et le dire aussi, mais en l'occurrence, pour le coup, Nico, on s'entraîne à peu près de la même manière et il fait très très peu de séances sur piste. Julien un peu plus rapide, donc un peu plus et encore, il en fait beaucoup en nature et sur route. Je ne sais pas si Antonio est là, il veut intervenir. Oui, ouais. J'ai mis le micro, non? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Julien, l'année dernière, pour la préparation du championnat du monde de trail où il fait 2e, il n'est pas allé sur la piste. Donc voilà. Et ça tombe bien. Donc là, on est reparti sur ce travail de VMA. Et ce matin, avec Sylvain Cachard, ils ont fait un test VMA. Donc, je pense que c'était la première fois là, depuis que je l'entraîne qu'il a fait un test. Et donc, on est en train de caler une fois par semaine parce qu'il a un besoin à nouveau d'aller un peu vite, de faire une séance de VMA sur la piste. Voilà. Donc, voilà. Mais voilà, l'année dernière, elle n'avait pas du tout fait. Donc, c'est un peu nouveau. On a la réponse d'un expert. Alors après, on nous pose la question de Kevin, respecte-t-il les temps de VMA le mardi en ayant fait du vélo de force le lundi? Je vais lui laisser répondre. En fait, tu es un peu rouillé à l'échauffement. On sent que la veille, on a quand même un peu bossé musculairement, mais ça va. Ça se respecte. Mais la séance, là, je viens de retomber dessus. Je l'avais fait avec Jean, je crois qu'il traîne sur le live, là, ce bon vieux Jean. Et elle avait été copieuse. La séance de VMA, j'avais fini vraiment carbonisé. Elle avait été très très dure celle-là. C'était 5 fois 1000, ouais, avec des allures différentes. Non, c'était. Mais avec. Ouais, ça. En fait, c'est le fait de repartir, parce que 1000, à la limite, tu vas adapter ta VMA. Là, 600 et 400, tu es sur 100%. Donc, 1000, tu vas négocier 95. Et encore une fois, c'est hyper important de préciser que voilà, il faut arriver relativement frais sur les séances et si on est toujours et qu'on traîne toujours cette fatigue-là, et ne pas hésiter aussi, c'est ce que je dis aux athlètes, c'est que vous pouvez, même s'il y a une base sur la semaine, là, bon, Kevin, c'est assez copieux parce qu'il s'entraîne souvent, mais s'il y a une base sur la semaine, il ne faut pas hésiter à décaler d'un jour suivant la météo, suivant la forme que l'on a, suivant ce qu'on a vécu dans la journée. Il ne faut pas forcément à tout prix faire la séance pour faire la séance. C'est sûr qu'à des moments, il faut se mettre un petit peu un coup de pied au cul parce que si on s'écoute trop, peut-être qu'il y a des fois, on ne va pas y aller, on ne va jamais la faire. Mais il faut vraiment s'écouter et écouter ses sensations pour s'entraîner. La semaine dernière, Nicolas Martin est venu chez moi, on avait prévu une semaine d'entraînement. On l'a suivi, mais en décalant plein de choses. Et finalement, la semaine s'est super bien passée. Et le problème, souvent, c'est que les athlètes, et Kevin est pas mal comme ça, c'est-à-dire qu'il est très rationnel, quoi. Le lundi, il y a ça, on fait ça. Le mardi, il y a ça, on fait ça. C'est aussi parce qu'il a une organisation à gérer avec sa famille,
avec sa famille nombreuse, avec son boulot, etc. Mais justement, des fois, il faut un petit peu adapter. On parle aussi du footing à jeun dans la conversation. Alors oui, le footing à jeun, ça permet quand on n'a pas le temps d'y aller le soir, le matin, de passer un bon moment avec la nature au lever. Ça permet de se réveiller, ça permet de courir dans des environnements différents et à des heures différentes. Après, l'idée, c'est si vous commencez à 4 heures du matin le boulot, vous n'allez pas aller faire un footing à jeun à 3 heures. Hein. Je ne citerai personne, ce n'est pas Kevin. Mais voilà, l'idée du footing à jeun, c'est de travailler un petit peu sur la lipolyse, c'est-à-dire sur les réserves lipidiques, les réserves lipides. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on pourra poser des questions après. Voilà, bon, c'est important aussi en trail sur des efforts plus longs d'arriver et d'avoir travaillé cette énergie-là. Bon, après, il y a des études qui disent que ça ne sert à rien, des études qui disent que c'est plutôt bien. Après, moi, j'aime bien les mettre parce que je trouve que c'est un moment agréable, le footing à jeun. Ouais, clairement. On peut regarder peut-être voilà, la période spécifique du 17 au 23 août. C'était pour préparer le trail de Merlette. Donc, vous voyez que la semaine est quand même assez chargée, toujours avec, on essaie une journée de repos obligatoire au milieu. Donc, en début de semaine, voilà, je lui avais mis une petite intensité, un petit rappel pour redonner du tonus. Il venait d'arriver en station, il était en famille, en vacances. C'était pour s'habituer aussi un petit peu à l'altitude. Et puis après, on avait fait une grosse séance, une séance de seuil en bosse avec 2 fois 10 minutes en bosse et 2 fois 10 minutes sur le plat pour pareil redonner de la foulée après le travail concentrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en altitude, donc ça devait être une séance assez difficile. C'est bien pour ça qu'on avait mis le repos derrière. Après, on avait travaillé en sortie trail en aller-retour sur un sommet où on montait cool et on faisait une descente rythmée. Et dans la descente, en fait, je vous en parlais tout à l'heure, on faisait des petites sessions de 3 minutes rapides jusqu'en bas. Et il avait fait ça en 4e journée de semaine. Voilà, après, le lendemain, j'avais mis du vélo parce qu'après une séance de descente, c'est compliqué de courir. Souvent, on a une courbature. Donc, pour gonfler encore un petit peu le volume, on avait travaillé en vélo. En plus, il y a pas mal de dénivelé à l'endroit où il était. Voilà, et puis une sortie plutôt longue en jour 6 et un travail de navette. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, le dimanche. Donc, c'était sur une bosse de 200 mètres avec en aller-retour des thèmes à chaque fois. Voilà, je vous laisse découvrir sur chaque aller-retour avec du bâton, de la descente rapide, du tempo, de l'échauffement. Voilà, mais il y a une multitude de choses à faire par rapport aux navettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de vraiment travailler mentalement. Il y a des questions par rapport au dénivelé de cette semaine-là. Est-ce que, Kevin, tu as une idée de combien tu as fait durant cette semaine? Alors, en Et fait, combien de temps durent les séances, en fait, à peu près? Donc, c'est une question aussi qui est posée. quand il disait que c'est vrai que 99% du temps, je respecte à la lettre. Il me dit 7 heures de trail, j'ai 7 heures. Et là, j'étais sur Orsières et j'avais été relativement gourmand, on va dire. J'ai fait les séances, mais pendant des sorties longues. Donc là, sur la semaine, je me rappelle bien, j'avais fait 170 bornes et 11 000 de D+. Alors après, voilà, il faut préciser qu'il était en vacances et qu'il voulait vraiment forcer sur cette semaine-là et faire un gros travail pour être bien le jour de la course. Hein. Voilà, il faut vraiment prendre en compte l'athlète aussi. Et puis, il est entraîné, il est confirmé, ça fait des années qu'il fait ça. N'allez pas faire une semaine de ce type-là si vous commencez le trail. On peut regarder derrière la semaine spécifique qui, pour le coup, était un petit peu différente. C'était pour préparer les Templiers qui n'ont pas eu lieu. Donc là, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a quand même toujours un travail assez important dans la semaine et toujours en repos sur une journée.
Alors là, j'avais insisté un peu plus sur le travail de vitesse, sur le travail de seuil, parce qu'au Templier, il faisait le 76 km, donc quand même capable de courir assez vite et sur la fatigue. Donc il y avait des séances proches de VMA ou entre seuil et VMA. Je mettais aussi un exercice de PPS sur la journée 4, par exemple. Voilà, là, c'est vraiment un entraînement spé-trail où on avait fait de la PPS pendant 25 minutes. Donc, ce sont des fentes sautées, des sauts de grenouille, des cloche-pieds. Voilà, alors après, vous adaptez le temps par rapport à votre niveau de pratique. Et ensuite, après cette séance-là de PPS, il était forcément fatigué musculairement. Il avait enchaîné par 3 à 4 fois 8 minutes au seuil, entre le seuil 1 et le seuil 2, de manière vallonnée pour s'habituer à courir sur cette fatigue-là. Donc ça, c'est vraiment une séance spécifique et intéressante pour les Templiers. Donc en journée 5, voilà, bon, je lui marque la cohérence cardiaque, sieste profonde, tout ça, parce que je sais qu'il le fait. Et puis, ça montre vraiment le thème de la journée aussi. Pourquoi j'avais mis le phage à midi? Pour la simple et bonne raison, c'est que lui, il commence tôt le matin. Donc, il ne va pas aller faire un phage à 3 heures du matin. Mais ce n'est pas lui dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc il va courir tout de suite après son travail et il mange après. Toujours un peu du gainage et puis après, pareil, un autre exercice encore de tempo de 14 à 17 km/h pendant 45 minutes. Et puis du vélo. Et puis le matin, voilà, la journée 7, on avait partagé la journée en deux avec 20 km et 1000 mètres de dénivelé sur une allure assez importante quand même, de trail court. Où voilà, l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur le relâchement et le soir, ressortir et refaire 12 km, et pas cette fois en endurance, non plus sur du tempo et en se focalisant sur sa respiration et son relâchement pour faire une bonne journée d'entraînement à des allures quand même assez importantes. Alors, je me permets d'enchaîner. Oui, oui, oui. Donc, il y a des choses que tu as déjà abordées. Donc, effectivement, ça risque d'aller un tout petit peu plus vite pour qu'on reste quand même dans le timing. Oui, alors par rapport au renforcement musculaire, c'est vrai que moi j'ai accordé une importance capitale. Du coup, il faut vraiment avoir conscience de son geste et de ce que l'on fait dans l'environnement en fait pour être performant et se faire plaisir. Et je pense que voilà, se visualiser en train de courir, c'est important. Mais pour ça, il faut avoir préparé son corps à l'effort. Donc le travail de force est capital, le travail de renforcement musculaire, il est capital aussi. C'est pas forcément pour gagner en watts, même si on peut gagner en watts, mais c'est surtout pour gagner en équilibre musculaire parce qu'en trail, on est toujours en déséquilibre. Et au plus on va booster ça, au plus on va être économe et au plus on va être performant ensuite dans ses appuis. Et sur la longueur, encore plus. Voilà, et en fait, la gestuelle de la foulée, elle va vraiment dépendre de votre force et de comment vous utilisez votre corps dans l'environnement. Et encore plus en trail, parce qu'on est toujours mis en déséquilibre, surtout en descente. Donc voilà, la force et la capacité à utiliser cette force-là et cette énergie-là qu'on a emmagasinée dans les muscles. Voilà, et comment on va propulser ça et stabiliser son mouvement au milieu de la nature, quoi, en fait. Donc, il faut vraiment un équilibre entre les groupes. Et souvent, les blessures viennent de ce déséquilibre-là aussi. Hein. Des fois, on a peut-être quadri trop fort par rapport aux ischios, etc. Et tous les petits muscles de soutien comme la cheville, la hanche, le dos sont aussi importants. Voilà, donc l'idée, c'est de faire du renfort des pieds parce que la force des pieds, elle est quand même capitale. C'est par eux que tout commence. Je dirais que c'est par la vue que tout commence, mais c'est par les pieds que ça se retranscrit derrière. Et cet exercice-là, j'ai des documents, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer. Où l'idée, ça va être d'être sur une plateforme. On ne le voit pas très bien sur le document, d'être sur la pointe, jambes tendues, bien placées. On peut utiliser les bâtons
pour s'équilibrer, mais l'idée, c'est pas l'idée, ça va pas être de prendre appui sur les bâtons. Et rien que ça, déjà, si vous commencez à faire ça, tenir 1 minute, c'est hyper dur parce qu'on va avoir le mollet qui brûle. Et ensuite, dès qu'on va utiliser au bout d'un moment cet exercice assez souvent, ben, ça va être le cuisseau qui brûle, puis ensuite la hanche, et puis ensuite, on va essayer de se redresser. Cet exercice-là des pieds est vraiment intéressant. Il y a une multitude d'exercices par rapport à ça. J'ai juste mis la base. Mais moi, j'aime bien cet exercice-là. Après, c'est vrai que ce n'est pas très, très fun à faire, hein, mais on peut y trouver du plaisir si on s'y intéresse vraiment. Après, voilà, il y avait quelques exercices de renfort musculaire voilà, dynamiques, parce que je pense qu'il faut faire des exercices dynamiques. Bon, là, c'est l'histoire de la chaise avec le ballon. Là, c'était des fentes sautées. Alors, attention, toujours pareil, à être bien gainé, à rétroverser son bassin, à avoir le dos bien droit. L'idée, ce n'est pas la quantité, mais ça va être la qualité des exercices que l'on va faire et comment on va les faire. Voilà, l'idée, c'est de bien respirer, d'être bien placé, d'être bien gainé, de serrer le périnée, de serrer les abdos et d'être vraiment conscient de ce que l'on fait dans les exercices proposés. Là, c'était des sauts de grenouille. Voilà, donc ça, c'est des exercices de PPS avec la cloche-pied, avec toujours la jambe opposée dans la dynamique de la foulée. Et puis le bras, bien sûr, pour être en adéquation avec la jambe. Et ça, c'est un exercice d'ischio où vous allez lever les fesses. Cet exercice, il paraît rien, mais en fait, c'est hyper dur de tenir. Au début, il faut commencer sur du 15 secondes, 20 secondes, puis monter jusqu'à la minute. L'idée, c'est de ne pas avoir les fesses qui touchent le sol, bien sûr. Et c'est vraiment un travail d'ischio sur poids de corps. Donc ça, c'était des exercices supplémentaires qu'on peut faire avec ballon. C'était des photos avec la plateforme où on va travailler au niveau du pied. Donc vous voyez qu'il y a les bâtons pour s'équilibrer. Et puis ensuite, au plus on va avancer dans la préparation, au plus on va pouvoir faire des exercices difficiles sur cette plateforme. Et on va avoir le pied vraiment fort, le genou puissant, et on va être vraiment gainé du bassin. En fait, moi, quand je cours, j'essaie de penser à 3 choses. C'est être puissant du bas, gainer du milieu et relâcher du haut. Et en fait, par l'intermédiaire du renforcement musculaire, on essaie de travailler ces 3 composantes-là. Donc, quand on fait le renfort musculaire, on essaie de se concentrer sur la puissance du bas, puis la fois d'après sur le gainage, et puis la fois d'après sur le relâchement quand on a un certain niveau de pratique. Alors, l'alimentation, alors là, on pourrait en parler pendant très longtemps. J'ai fait des études là-dedans aussi. J'ai expérimenté pas mal de trucs. Faut vraiment faire attention à ce que l'on utilise et à comment on l'utilise. C'est vrai qu'on entend un peu tout sur tout. Moi, je pars du principe que, voilà, pour revenir à une chose basique, le jour de la compétition, j'essaie de partir sur des efforts courts, de moins de 3 heures. 1 heure, 1 gramme de sucre par kilo. Donc, pour quelqu'un qui fait 70 grammes, environ 70 grammes de sucre et 700 millilitres d'eau à l'heure. En gros, moi, je fais à peu près ce poids-là et ça marche plutôt pas mal. Après, attention aux problèmes digestifs, bien sûr, et attention à ce que vous allez ingérer. Mais ce ratio-là est plutôt pas mal. Après, quand vous allez faire des efforts plus longs, ça va être compliqué de manger du sucre rapide et même de manger des glucides lents tout au long de la course. Vous pouvez avoir des désagréments derrière. Donc, sur des efforts plus longs d'ultra, c'est de manger des choses plus lipidiques, comme de la tapenade, comme du jambon, comme de la soupe, avec un peu de fromage dedans. Enfin, on peut partir sur plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut expérimenter avant de commencer une course au niveau de l'alimentation. Après, il y a quelque chose qui est très important. Ça, on ne l'a pas mis dans le diapo.
Pareil, j'ai un document sur ça, si vous voulez. Et ça, vraiment, mais alors vraiment, moi, ça m'a changé la vie et la forme, en fait. C'est les combinaisons alimentaires. Alors, on va pas trop, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais en fait, la combinaison alimentaire, c'est un peu comme l'entraînement. C'est-à-dire que dans la semaine, on ne peut pas tout faire, donc on planifie. Au niveau de l'alimentation, moi, j'essaie de faire un peu pareil, avant de revenir au diapo là, que Laurent vient de nous mettre. Une petite parenthèse sur les combinaisons alimentaires. J'essaie de manger sous forme de chrononutrition au bon moment, le bon aliment. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, à chaque repas, mélanger tous les aliments, protéines, glucides, lipides. En fait, on ne digère pas de la même manière ces aliments-là. Donc, ce n'est pas possible de les mélanger parce qu'en fait, au niveau de l'acidité, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, il y a des aliments qui se digèrent dans un milieu acide, il y a des aliments qui se digèrent dans un milieu neutre, des aliments dans un milieu basique. Donc, si on mélange tout, en fait, on perturbe la digestion. Si on perturbe la digestion, on laisse beaucoup d'énergie à digérer. Et nous qui sommes sportifs, on mange beaucoup. Donc, en fait, on va fatiguer énormément pour digérer. On parle de 30 à 40% l'énergie qu'on laisse dans la digestion. Donc, en fait, les combinaisons alimentaires, ça va être de manger des aliments et de ne pas mélanger certains aliments, en tout cas. La chose primordiale à faire, et après, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre par rapport à ça, c'est ne pas mélanger protéines et glucides. Vous allez manger du poulet avec du riz, ça va être hyper dur à digérer pour l'organisme. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de partager. Les légumes, on peut les manger avec tout ce que l'on veut. Les fruits, il faut les manger en dehors des repas, bien avant, parce que sinon, c'est pareil, ça va fermenter. Donc, les fruits, il faut les manger loin des repas ou pendant que vous préparez le repas, 30 minutes avant. Mais surtout, ne pas mélanger protéines et glucides. Et après, attention avec les lipides qui aussi perturbent la digestion parce qu'ils vont être hyper longs à digérer. Donc forcément, si vous mettez du lipide avec de la protéine et des glucides au milieu et de l'alcool et une tarte à la framboise en fin de repas, vous avez bien compris que le corps, il va se battre pour digérer tout ça et il va le faire très bien, mais vous allez laisser du jus pour rien. Donc l'idée, moi ce que j'essaie de faire, c'est le matin plutôt des protéines avec un peu de lipides, des œufs avec de la tapenade et de l'avocat par exemple. Je vais manger un fruit vers 11 heures. Ensuite, le midi, je vais manger plutôt des légumes avec une protéine animale. Je ne vais pas mettre de glucides, même si je me suis entraîné le matin. Vers 16-17 heures, je fais plutôt un repas de fruits avec des fruits de saison. Pareil, au niveau des fruits, on essaie de ne pas mélanger tous les fruits. Il y a des fruits qui sont acides, des fruits mi-acides, des fruits plutôt sucrés. Donc, voilà, quitte à manger plusieurs fruits, mangez le même. Vous mangez 3 pommes, par exemple, plutôt que mélanger une pomme, une banane, etc. Et après, le soir, je vais manger plutôt des glucides. Et je vais l'associer à des protéines végétales, souvent légumineuses. C'est bien d'associer glucides et légumineuses, mais pas de protéines animales le soir pour favoriser la digestion. Et quelque chose aussi d'important, là, je commence à m'emporter dans l'alimentation, mais en fait, j'essaie de boire avant les repas aussi et de ne pas boire pendant ni après. Avant, je buvais beaucoup de tisane après les repas. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça perturbait ma digestion parce que forcément, ça va diluer les sucs digestifs. Et donc, ça perturbe un petit peu, en tout cas pour ma part. Donc, je bois toujours avant les repas. Et genre, après, je bois très peu, en tout cas. Mais attention à bien boire avant parce que c'est capital l'hydratation. Voilà, alors je pourrais en parler encore parce que ça me passionne tellement l'alimentation que j'ai testé plein de choses et on refera un deuxième webinaire un peu plus tard pour ceux qui sont intéressés. Du coup, ce qui est sûr, c'est que, juste entre parenthèses pour finir sur ça, c'est qu'en cette période de raclette, hein, c'est l'hiver, c'est super bon, il n'y a aucun problème, mais viande, fromage,
glucides, alcool. Derrière, si vous faites une séance le lendemain ou si vous vous levez le lendemain d'une raclette fatigué, ne soyez pas étonné, ce n'est pas parce que vous avez passé une mauvaise nuit, c'est parce que vous avez du mal à digérer, que votre corps il a mis toute son intensité pour le faire. J'ai cassé un peu le mythe de la raclette, désolé, mais ouais, c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous dire pendant la course peut-être ce que tu conseilles, hein, et on passera après au dernier. Oui, alors pendant la course, encore une fois, ça va être hyper spécifique à chaque athlète, mais déjà manger 2 heures et demie avant un effort, ça me paraît capital. J'ai remarqué que quand souvent j'avais du mal à déjeuner le matin avant une course, et finalement c'est pas plus mal parce que quand je déjeunais mal, quand je déjeunais moins, pardon, je me sentais mieux, quoi. Et en fait, c'est pas ce qu'on va manger le matin ou la veille de la course qui va nous servir pour la course. Il y a une assimilation du glycogène suivant les personnes, c'est entre 24 et 48 heures lorsqu'on mange des glucides pour que ça soit assimilé en réserve au niveau du glycogène dans les muscles en tout cas. Donc voilà, le matin, c'est pas la peine de se goinfrer pour la course. Ensuite, sur la course, ce que j'aime bien prendre, c'est 2 mastiquages à l'heure. Donc ça dépend aussi de la durée de compétition, mais ça peut être 2 barres. À essayer de prendre des barres qui sont à index glycémique bas, donc avec peu de sucre rapide. Et ça va être 2 gorgées aussi à l'heure, où j'alterne avec de l'eau et avec de la ceinture dégasifiée, pour la simple et bonne raison, c'est que dedans, il y a des sels minéraux et que moi, je transpire beaucoup et que j'ai besoin de compenser ça. Voilà, et le plus dur, ça va être de garder ce rythme-là tout au long de la course et au fur et à mesure des heures passées. Après, moi, j'évite beaucoup quand même tout ce qui est fromage, jambon sur les ravitaillements parce que j'ai du mal à le digérer. Par contre, banane, abricot sec, beaucoup plus facile à prendre pendant l'effort. Et puis, quelque chose qui est bien aussi, c'est de prendre de la sporténine, peut-être que vous connaissez, c'est de l'arnica, enfin, avec d'autres compléments homéopathiques, mais c'est de l'arnica et ça va permettre chaque heure d'éviter tout ce qui est crampes musculaires. Voilà, donc j'essaie d'être sur cette base-là le plus longtemps possible en tout cas, parce que en plus on avance dans les heures. Pour des trailers, en plus c'est difficile, je trouve, de manger quand même. Mais par contre, tout ce qui est boisson d'effort, boisson protéinée, j'aime pas vraiment parce que déjà c'est pas naturel. Et puis je trouve que ça demande aussi voilà, un effort au corps pour digérer toutes ces molécules un peu chimiques. Souvent, dans les boissons protéinées, il y a du calcium, du magnésium, du potassium, il y a je ne sais combien de molécules. Bon, le corps, pendant l'effort, il ne peut pas se concentrer sur la digestion, donc il envoie du sang aux muscles. Il faut lui donner des choses hyper simples à digérer. On va terminer maintenant sur ces aspects-là, si tu veux bien. C'était, oui, j'ai regardé, oui, divers. La gestion mentale. Oui, alors la gestion mentale, donc il y en avait plusieurs. Il y a l'ancrage. Du coup, l'idée, voilà, souvent on travaille le physique, mais on travaille rarement le mental dans les plans d'entraînement. Donc moi, il y en a 4 que j'aime bien, que je peux vous proposer là. Donc il y a l'ancrage. En fait, l'idée, c'est d'associer un geste à un souvenir. Et que pendant la course, vous faites ce geste et en fait, cérébralement, vous vous rappelez d'un souvenir où vous avez été très positif, très heureux, très enthousiaste. Donc ça, bien sûr, il faut le faire sous forme de méditation pour ancrer le souvenir. C'est-à-dire que vous allez vous poser, vous faites un travail de respiration, puis vous allez réfléchir à quelque chose qui vous a apporté beaucoup de joie, pas forcément dans la course à pied, mais beaucoup de joie dans la vie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, beaucoup de confiance. Et vous allez le répéter sous forme de mantra, puis ensuite vous allez associer un geste. Ça peut être se toucher le nez, ça peut être se toucher les cheveux, n'importe quoi. Et de le faire régulièrement, ça va
voilà, vous allez associer un geste à une idée, à un souvenir, et le jour de la course, ça peut aider. Après, il y avait le switch attentionnel, où là, voilà, l'idée, c'est de gérer son image mentale. C'est-à-dire que vous êtes en train de courir, votre corps est là, et vous avez votre mental qui est un outil, en fait. Et c'est vous qui allez gérer ce mental-là en l'utilisant avec un bouton. C'est-à-dire que vous avez un bouton dans votre mental, et ce bouton va vous permettre de basculer d'un état négatif à un état positif. Et donc, vous allez devenir acteur et décisionnaire de votre état. Si j'ai envie d'accélérer, ben, je tourne le bouton sur la droite, je passe au vert, je me sens bien et j'accélère. Si j'ai envie de décélérer, parce qu'à des moments, on n'a pas envie, on n'est pas très bien, ben, je décélère, je retourne un peu dans le rouge, je ralentis. Voilà. Et de jouer sur ça, je trouve que ça aide parce que du coup, ça nous permet d'accepter notre état du moment, notre état physique et puis notre état émotionnel sur l'épreuve. Après, il y avait le discours win-win. Bon, ben ça, c'est gagnant-gagnant. En fait, il faut être dans l'enthousiasme permanent. Il faut essayer de décrédibiliser son discours négatif. Et en fait, on va se dire des choses, on va avoir un dialogue interne avec soi-même. J'ai tout à y gagner. J'ai envie de franchir ce col avant telle heure. Laisse-moi faire. On parle un peu à son mental. On le met de côté. Tiens, tu reviendras plus tard. Les pensées négatives, vous reviendrez plus tard. Pour l'instant, vous ne m'intéressez pas. Je reste dans mon dialogue interne positif. Celui-là est assez difficile à faire, je trouve. Et ensuite, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est l'autosuggestion. Donc là, c'est des mantras, en fait. Hein. L'idée, c'est de se répéter plusieurs fois la même phrase, à plusieurs reprises. On peut se le dire à voix haute ou à voix basse, peu importe. Ça peut être dès l'échauffement, ça peut être à n'importe quel moment dans la course, ça peut être aussi pendant l'entraînement. Tout va bien, je suis prêt pour ma course, je suis en confiance. On peut même aller jusqu'à je suis extraordinaire. Voilà, on se lance un peu des fleurs et on se bonifie de tout ça. Et ensuite, alors bon, pour terminer avec ça, ça c'est un point aussi j'adore, c'est la respiration, hein, bien sûr. Sans respiration, on ne vit pas. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure dans les plans d'entraînement sur la cohérence cardiaque. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, la cohérence cardiaque. Il y a des applications sur le téléphone où vous allez rééquilibrer en fait le système nerveux entre le système sympathique et le système parasympathique par un exercice de respiration. Je vous laisse découvrir sur Internet si vous êtes intéressé par ça. J'ai un document aussi sur ça si vous voulez. Donc, cette cohérence cardiaque, on peut la faire à n'importe quel moment de la journée. Normalement, ça dure 5 minutes. Mais même si on la pratique pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est toujours ça. Et pendant ce temps-là, bien, on se recentre sur soi. Et encore une fois, il y a des applications sur le téléphone qui vous permettent de ne pas compter en fait, les temps d'inspiration et d'expiration. Parce qu'en fait, normalement, on part sur du 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, en gonflant le ventre et en dégonflant le ventre, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Voilà. Après, cette cohérence cardiaque, elle marche très bien dès qu'on est stressé, avant un examen, avant une épreuve importante de sa vie. Ça permet vraiment de tout rééquilibrer. Attention à ne pas faire la cohérence cardiaque juste avant une séance. Pour l'avoir déjà testé, on n'est pas assez dans le système nerveux sympathique, on n'est pas assez boosté pour faire la séance. Il faut le faire 1h30 avant. En tout cas, je le fais 1h30 avant une séance ou tout de suite après une séance pour récupérer au plus vite. Sachant que au niveau de la respiration, voilà, il y a des muscles, il y a 2 muscles puissants qui sont complètement liés à la respiration et qui souvent sont bloqués et synonymes de blessure. C'est le psoas, c'est le carré des lombes. Et en fait, une mauvaise respiration, si elle est que thoracique et pas ventrale, ça va influencer sur tout le reste du corps.
Et donc, du coup, le corps, il doit sans cesse compenser en fait cette mauvaise posture à cause de la respiration. Et du coup, ça peut être le début d'inflammation et de douleurs chroniques. Donc l'importance de la cohérence cardiaque, elle est capitale. Et arriver à se recentrer sur sa respiration pendant une compétition, en tout cas sur une compétition assez longue, c'est un avantage énorme parce que vous redonnez un bonus et un tonus incroyable à votre corps. Et en fait, juste avant, il y avait la respiration Wim Hof. Je vous encourage complètement à creuser la respiration Wim Hof. Ce n'était pas marqué dans le diapo, mais c'est incroyablement incroyable. C'est cohérence cardiaque fois 100 peut-être, en tout cas me concernant. Voilà, mais il faut rentrer dans il y a un peu plus d'implication que la cohérence cardiaque qui est relativement simple à faire, alors que la Wim Hof est un peu plus longue à faire. Et puis après, les exercices d'étirement, donc voilà, quelques postures qui est intéressant de faire. Alors, on parle plus d'assouplissement que d'étirement, mais à la base, c'est quand même un acte qui est naturel, les étirements, et que chaque matin, on devrait se lever et avant de regarder son téléphone portable, peut-être respirer et faire quelques postures pour se réveiller comme un chat qui va s'étirer. Il y a tellement de choses intéressantes à faire. Là, il y a quelques postures moi, que je fais le matin, ça prend 5 minutes. Mais il y en a d'autres comme les 5 cris tibétains. Vous pouvez regarder les 5 cris tibétains sur YouTube. Ça permet de booster son système hormonal et son système immunitaire. Et ça prend 5 minutes. Si vous faites ça tous les matins, je pense que c'est un investissement qui est incroyablement bon aussi. Voilà, après, au niveau des étirements, des assouplissements, bien sûr que au plus on va le faire, au plus on va créer une tension équilibrée entre les chaînes et ce qui va nous permettre d'être plus performants, moins stressés, moins blessés. Voilà, c'est tout ce qui est étirement, gainage, c'est le pilier central, à mon sens, de la santé physique et même mentale, quoi. Et après, il n'y a pas de petites séances d'étirement, même 5 minutes suffisent. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours qu'une séance de 45 minutes une fois dans la semaine. C'est la répétition en fait qui va être importante. Puis après, il y a l'acupuncture, mais je pense que voilà, on ne va pas développer. Il y a des points d'acupression qui sont capitaux que j'envoie aux athlètes que j'entraîne, qui peuvent être utilisés aussi en compétition. Avec le pouce, on peut appuyer, par exemple, sur le devant de la main, ça c'est un point d'énergie. On peut appuyer au niveau de la montre, sous la montre aussi, ça c'est un point d'énergie. Donc pendant la course, on peut appuyer à certains endroits du corps pour relancer l'énergie des méridiens. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est autour un petit peu de l'entraînement et du plan. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher vraiment ce que le corps peut nous donner et toutes ces techniques-là, elles le permettent. Est-ce que Kevin, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, pas du tout. Parler longtemps, mais... C'est des choses que je découvre, cohérence cardiaque, depuis 1 an, on va dire, depuis que je travaille avec toi. Et la Wim Hof, pour l'avoir fait quelques fois, la première fois, c'est très surprenant comme sensation. Donc, il faut, voilà, s'il y en a qui sont assez branchés pour tenter, il vaut mieux être allongé dans un lit parce que la première fois, c'est assez éprouvant. C'est vraiment particulier. Est-ce que tu peux, Stéphane, juste, et on terminera peut-être sur ces mots, puisqu'on a un petit peu dépassé le cadre horaire, et comme c'est super intéressant, je pense qu'on essaiera de reprogrammer peut-être quelque chose dans l'année. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est derrière les mots Wim Hof? Alors Wim Hof, c'est un Polonais en fait. C'est le nom d'un personnage qui a créé cette respiration-là. Et peut-être que vous l'avez déjà vu dans des reportages. Lui, il se met dans des lacs gelés
Et ils ont fait des études par rapport à ça, d'un point de vue cérébral. Et par sa respiration et sa méthode de respiration, il est capable de rester des heures et des heures par zéro en maillot de bain. Donc, en fait, c'est ça la respiration Wim Hof. Et l'idée, c'est d'être en suroxygénation à un moment donné, d'être en rétention ensuite, c'est-à-dire en apnée, et de finir par une nouvelle inspiration profonde, ventre gonflé. Alors bon, il faut voir des tutos en fait, comme ça c'est difficile à expliquer. Mais effectivement, Iceman en France développe la respiration Wim Hof. Moi, je devais faire une formation mi-novembre à Paris sur ça, mais malheureusement, à cause du confinement, je ne peux plus le faire. Mais je peux donner mon mail et s'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux leur expliquer sans problème. Après, bien sûr, il faut le faire. Il faut être humble par rapport à ça et commencer doucement. Mais on peut gagner énormément sur le relâchement et sur l'apnée en fait. Grâce à la Wim Hof, j'arrive à tenir des fois 3 minutes 30 en apnée, alors que je n'ai jamais fait d'apnée de ma vie en fait. Mais simplement dans la préparation de la respiration, il y a 30 mouvements à faire avant de rentrer en apnée. Et puis surtout un centrage au niveau mental, et ça rejoint un petit peu le développement mental et la gestion mentale. C'est qu'au plus on va avoir des idées farfelues qui arrivent dans notre cerveau pendant qu'on est en train de faire la respiration Wim Hof, au plus on laisse de la capacité d'oxygène pour le corps, et au moins on va faire de l'apnée longtemps en fait. Il y a des jours quand on est stressé, on fait la Wim Hof, on fait des apnées de 1 minute, 1 minute 15, puis il y a des jours on est hyper détendu, on peut aller jusqu'à 3 minutes, 3 minutes 30. C'est incroyable, c'est là qu'on se rend compte que toutes ces pensées en fait parasites, elles nous bouffent de l'énergie et sur un trail encore plus en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était très, très intéressant. Avant de conclure, si les participants donc, qui sont arrivés un petit peu en retard, vous pouvez, dans la conversation, bien nous remettre votre nom, prénom et votre club. On vous remercie en tout cas d'avoir participé jusqu'au bout, puisque je vois qu'il y a très peu de personnes qui sont parties, signe que ça vous a disons, plu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Merci Stéphane pour cette intervention qui était hyper riche, hyper complète et qui met l'eau à la bouche. Donc forcément, il y a d'autres questions. On n'a pas pu répondre à toutes, mais je te les retransmettrai. Du coup, peut-être que ça te permettra de préciser certains points. On pourra éventuellement faire un petit renvoi par mail. Notamment, il y a pas mal de questions sur tes sources. Voilà, donc si c'est possible peut-être de donner une mini bibliographie, peut-être des ouvrages qui t'ont inspiré ou voilà, des liens YouTube aussi que tu peux, comme on a affiché quelques-uns sur les écrans. Merci Kevin pour ta participation aussi, pour ton témoignage. C'était super d'avoir ces deux regards athlète-entraîneur. Et puis, du coup, on refera ce genre de séminaire. N'hésitez pas non plus à nous proposer peut-être des intervenants. C'est possible aussi que des personnes dans votre entourage aient des compétences qui pourraient être mises en avant sur ce genre de webinaire, qui pourraient intéresser nos entraîneurs. Et donc, moi, je suis à votre disposition. J'ai beaucoup vu passer des questions aussi par rapport à la préparation mentale. Je vous donne l'information. On a mon collègue qui vient d'une autre région, du Grand Est, qui va faire un module sur la prépa mentale à Aix au mois d'avril. Donc, de mémoire, c'est le 18 avril. Donc, si certains sont intéressés, vous pouvez éventuellement vous inscrire. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez revenir vers moi éventuellement pour des suggestions par rapport à vos besoins de terrain. Voilà. Donc, Après, j'ai mis mon mail dans la conversation, mais s'il y a des personnes qui l'ont pas vu, ils demandent à Laurence et vous fournissent mon mail. Et si vous voulez, je peux vous faire un mail récapitulatif un peu de tout ça. Je l'envoie à Laurence et après, Laurence, peut-être que tu peux transférer en mailing groupé ou voilà. Je sais tout pas à fait, comment... oui. On peut de toute façon, déjà le document PowerPoint, je peux vous le mettre en PDF et vous l'envoyer. Et puis, on complétera avec tes données. Et puis après, garde-en sous le coude pour une prochaine édition. Ça serait intéressant, à mon avis, de reprogrammer peut-être sur les aspects périphériques à l'entraînement. Ce qui est important aussi, vous l'avez bien ressenti,
S'entraîner, c'est bien, mais il faut s'entraîner en bonnes conditions et surtout dans le trail où on entame quand même pas mal nos réserves physiques, hormonales. Il faut être capable de pouvoir mettre la récupération en contrepartie pour pouvoir durer et pour pouvoir faire son sport le plus longtemps possible dans des bonnes conditions et pas finir sur une chaise roulante quand on arrêtera la pratique, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas pour faire vos retours par mail. Je suis preneuse de toutes vos suggestions. Merci. Bonne soirée. Merci Kevin, merci Laurence, merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Salut à vous. Au revoir.